Alors, au regard de ce que vous me donnez comme vos avis et vos constats, est-ce que vous pensez que aujourd'hui, le marché de l'emploi, finalement, que ce soit au Bénin, en Côte d'Ivoire ou au Cameroun, est-ce qu'il est plus accessible avec des candidats qui sont mieux formés ou plus accessible avec des candidats qui sont moins bien formés qu'avant? Ou plus difficile avec des candidats mieux formés ou plus difficile avec des candidats moins bien formés? Est-ce que ma question est claire? Non. Ma question n'est pas claire. Je vais reprendre. Je dis, aujourd'hui, on a un constat, c'est que le marché de l'emploi, là, localement, que ce soit au Bénin, au Cameroun ou en Côte d'Ivoire, il a des spécificités qui font que les candidats sont obligés de l'adresser soit en ayant recours à leur connaissance ou en adressant ce marché-là, en compétissant, en proposant comme bon leur semble, avec les outils dont ils disposent, en proposant leur candidature, et puis en espérant qu'ils vont passer les différentes étapes du recrutement pour être retenus. D'accord? Mais sauf que quand ils arrivent en entreprise, et vous l'avez dit tout à l'heure, quand quelqu'un se fait recommander, malheureusement, on peut se retrouver avec quelqu'un qui soit ne fait pas le poids, d'accord, alors qu'on a refusé à l'entrée du process quelqu'un qui était peut-être mieux indiqué, d'accord. Alors, ma question c'est la suivante: est-ce que aujourd'hui ces candidats là qui se proposent pour accéder à des emplois, est-ce que par rapport à hier ils sont mieux formés avec un marché qui est plus difficile, ou bien ils sont moins bien formés et le marché est plus facile? Au Bénin, il y a de la compétence, il y a de bonnes choses au Bénin. D'accord. Donc moi je pense que sur mon marché, il y a des gens qui sont bien formés. D'accord. Il y a des personnes qui sont bien formées, qui ont de bonnes expériences, et on peut recourir à eux. D'accord. Ils sont bien formés, mais est-ce qu'ils font face à un marché qui est plus difficile ou bien qui est plus facile? Ils font face à un marché qui est plus difficile, je dirais. Je vais m'expliquer. D'accord. Quand je dis plus difficile, c'est-à-dire aujourd'hui, l'offre pour les jeunes, on demande peut-être 5 ans d'expérience. Oui. C'est vraiment la personne qui a été courageuse, qui s'est tapé 2 ans de stage, voire même 5 ans de stage, qui sera retenue. Et la mentalité chez les jeunes aujourd'hui, c'est qu'ils sortent de l'université, tout de suite ils s'attendent à un emploi avec un salaire bien rémunéré. Ils ne savent pas, il y a une phase de formation, d'apprentissage, une phase d'acquisition, d'apprentissage. Voilà. Donc c'est ces jeunes-là aujourd'hui, il y a ce petit côté-là, je patiente pour me former qui manque sur mon marché. Au Bénin. D'accord. Donc, au Bénin, vous considérez que les candidats, ils sont plutôt bien formés, mais le marché, il est plutôt difficile. Donc, ils ont plus d'efforts à faire, en fait, par rapport à hier. Ils ont plus d'efforts à faire. D'accord. Quelle est la réalité au Cameroun, Ebenezer? Oui, déjà au Cameroun, il y a les formations universitaires sont de plus en plus professionnalisantes. Donc, ce qui fait qu'il y a plusieurs universités d'État qui ont des facultés avec des formations bien qualifiantes. À côté, il y a une pléthore d'universités privées qui sont spécialisées. D'accord. Ce qui fait que déjà, en termes d'offres en compétences, l'offre en compétences au Cameroun est de loin supérieure à la demande. L'une des conséquences immédiates, c'est que les recrutements par cooptation tendent à prendre le dessus sur les recrutements par les voies orthodoxes. D'accord.
un peu ce que nous vivons au Cameroun. Non? Il y a plus de diplômes. La population active jeune est assez outillée, assez compétente, assez capacité pour faire face au marché de l'emploi qui malheureusement existe en proportion vraiment faible. Ok. Je l'ai dit dans la haut, le premier emploi que tout jeune Camerounais solliciterait d'avoir, c'est dans la fonction publique. D'accord, ça c'est l'état d'esprit du jeune Camerounais, c'est ça? Exactement. C'est quand on échoue d'entrer dans la fonction publique que l'on voit les autres alternatives. Et dans ces autres alternatives, il y a tout un mélange de recrutement par voie orthodoxe et par voie de cooptation, comme nous avons vu tout à l'heure. Et le recrutement par voie de cooptation prend de plus en plus de l'ampleur. Donc, c'est un peu la configuration du marché actuellement au Cap. Alors, moi, mon avis de professionnel, il est plutôt différent du vôtre, puisque moi, le constat que je fais malheureusement, c'est que le marché de l'emploi, il est aujourd'hui plus difficile et malheureusement, nos jeunes diplômés, ils sont moins bien formés. De plus en plus, quand on a je ne sais pas si Ariane voudra partager certainement une expérience tout à l'heure, quand on a des candidats en situation professionnelle, mais des fois c'est la migraine qu'on a parce que le basique ils l'ont pas. Bon, il y a forcément des écoles, des universités qui se démarquent, mais beaucoup de jeunes diplômés malheureusement qui adressent le marché de l'emploi, ils viennent avec très peu de base de formation suffisante. C'est malheureusement le constat. Soit c'est des écrits avec plein de fautes. C'est une compréhension de la réalité de l'emploi qui est totalement différente. Tout à l'heure, Ariane en a parlé. Il sort de l'école, il pense qu'il doit avoir 800 000 ou 1 million de salaire, alors que il y a tout un process. Qui se rattache à ce niveau de rémunération. Alors moi c'est mon avis. Je ne sais pas si mes chroniqueurs sur le plateau veulent partager quelque chose. Est-ce que vous considérez, vous, que avec la formation que vous recevez, le marché par rapport à celui que vos parents, vos prédécesseurs ont abordé, il est plus difficile? Vous êtes bien formé, moins bien formé, le marché il est plus difficile? Diabagaté? Oui, monsieur, le marché est plus difficile. Il est plus difficile. Oui, parce que d'abord, il y a plus de demandeurs d'emploi qu'avant. Oui. Et aussi, il y a maintenant les entreprises misent plus sur la compétence et aussi la formation pratique. Mais est-ce que quand on sort de l'école, on a une compétence? C'est une question que je pose à Ariane et puis aussi à Ebenezer, hein, pendant qu'il est en train je la lance comme ça. Est-ce que quand on sort de l'école, on a une compétence? Diabagaté? Non, pas ça. Bon, donc je ne sais pas pourquoi est-ce que les entreprises, pour recruter, devraient se baser sur les compétences, s'entend recrutement des jeunes diplômés. Je parle de recrutement pour des jeunes diplômés dans ton cas, hein, voilà. Andrea? Alors, moi, je suis complètement d'accord avec vous. J'ai eu la chance d'avoir le regard des deux côtés, du côté candidat comme du côté de recruteur. D'accord. Donc, pour un candidat qui sort de l'école, oui. Il faut savoir déjà qu'à l'école, tu n'as pas 100% de la formation. On va dire que tu as peut-être 60% et les 40 autres pourcents, il faudrait que ce soit toi qui ailles faire les recherches. D'accord. Voilà. Et en fonction de l'emploi que tu veux avoir, il va falloir affiner tes compétences. Donc, pour quelqu'un qui sort fraîchement de l'école, qui n'a pas su comment affiner ses compétences, ça ne sera pas forcément intéressant pour une entreprise de le recruter. Donc moi je pense qu'il y a du travail à faire au niveau des candidats. Sinon, le marché de l'emploi, qu'il soit visible ou invisible, est fourni. Voilà, il y a de l'emploi, il faut juste savoir comment postuler, comment affiner ses compétences pour pouvoir répondre aux besoins du marché. D'accord. Linandra veut parler. Je la vois trépiller là.
Oui, je vais aller juste un peu dans le sens d'Andrea. Mais je vais juste refuter la partie où elle dit que il y a de l'emploi pour tous ceux qui sortent de l'école et tout. Voilà, même si tu as des compétences. Même, tout à l'heure, on a parlé du marché invisible. Voilà, on a parlé des offres de bouche à oreille, des parents qui mettent leurs parents et tout. Donc, même si tu as des compétences, tu peux avoir des compétences 5 ans, 10 ans, c'est vrai, mais tu vas aller dans une société et là-bas, ils vont te dire que non, ça ne passe pas. Ils vont prendre quelqu'un qui sort fraîchement de l'école juste parce qu'il a un parent là-bas ou parce qu'il connaît quelqu'un. Donc, je ne vais pas forcément dans ton avis. Donc, le fait d'aller à l'école, d'avoir des compétences ne garantit pas forcément un emploi. Bon, alors, vous voyez que sur notre plateau ici, on a un petit débat. Je sais pas. Est-ce que Ariane veut trancher dans le sens de l'une ou de l'autre de mes deux chroniqueuses là? Je les recevais pas très bien. D'accord. Mais ce que je peux dire ici, c'est que, excusez-moi, les étudiants sont un peu paresseux. Parce que lorsque moi j'étais étudiante, je profitais des vacances pour aller acquérir des expériences professionnelles. Quand je dis expérience professionnelle, aller connaître les basiques de la vie en entreprise. D'accord. Je vais m'expliquer comment s'habiller en entreprise, oui. Ne pas être en retard, la ponctualité, ce sont des petites choses qu'on peut apprendre dès qu'on a fini un bac plus 2, une licence, et ne pas forcément attendre d'avoir le bac plus 5 avant de se dire ah tiens, c'est maintenant que je vais mettre pied dans l'entreprise. Donc quelqu'un déjà qui connaît ces petites choses-là, en entretien, il va se démarquer. Mais aujourd'hui, les étudiants, ils finissent, ils ont le bac, ils font 5 ans, 7 ans, et c'est au bout de 7 ans qu'ils se disent voilà, je suis diplômé, je suis compétent. Non, il y a des étapes, il y a des choses à acquérir, il y a un minimum à avoir avant de se dire voilà, je me mets sur le marché. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et pour donner... Vas-y. Pour étayer un petit peu, cette semaine, j'ai eu à faire un recrutement de stagiaires. Et pour vous dire sur les questions de cours, on a demandé par exemple de faire un rapprochement bancaire, on a donné des questions de cours, une petite étude de cas sur tout ce qui concernait les opérations de caisse. Mais je vous épargne le commentaire de la personne qui souhaitait recruter. On n'en a pas un qui était au-dessus de la moyenne. Et je me suis permise d'appeler un des candidats pour dire, mais toi-même, si tu devais te noter, combien tu te donnerais? Tout à fait. Mais elle m'a dit 11. Je me suis dit, mais si elle-même, sa plus forte note, c'est 11, ça ne m'étonne pas que les notes soient largement en dessous de 10 de la moyenne. Tout à fait. Elle a même peur. De conscience. Oui. Elle a même peur de se donner plus de 10 elle-même déjà. Oui. C'était des questions basiques, hein. Bref. Non mais c'est tellement patent et récurrent ce que tu dis, hein, Ariane. Et j'aime bien dire comme ça aux candidats que la compétition, elle commence dès que on a identifié le poste ou bien l'entreprise dans laquelle on veut se retrouver. Mais quand on est en compétition, il faut mettre tout de son côté. Tu t'imagines que tu as des étudiants qui sont en recherche, ils arrivent, tout à l'heure tu parlais de ponctualité, quand ils arrivent en retard, c'est déjà bon, mais ils viennent même pas. Ils viennent même pas au rendez-vous, à l'entretien. Laisse-moi te faire un petit partage. Oui, vas-y. Pour ce recrutement-là, j'ai dû relancer 2 fois parce que j'ai une des candidates qui m'ont dit oui et il y en a une, elle me dit oui et le lendemain, je l'invite pour le test et la discussion. Elle vient en boubou un mercredi. D'abord, j'ai été outrée. Et je lui dis, mais vous savez que vous devez rencontrer les personnes qui ont sollicité votre candidature. Elle me dit oui. Je lui dis, mais vous avez vu votre habillement?
J'ai vu que tout de suite, elle n'était pas contente. Donc, le temps d'aller réunir mes pairs pour qu'on la reçoive, je reviens. Ma collaboratrice me dit qu'au final, elle est venue nous dire qu'elle ne voulait plus continuer, qu'elle a pensé que c'était un poste qu'on voulait lui proposer et non pas un stage. Alors, ça, c'est... Même dans son... Oui. Vas-y. Dans son habillement, déjà, je notais une certaine désinvolture. Tout à fait. Alors, ça ressemble à je sais pas qu'est-ce que Ebenezer en pense, mais ça ressemble à plutôt dans la configuration, c'est elle qui a la proposition et c'est vous qui êtes demandeur. Exactement, c'est-à-dire que elle a oublié son statut. C'est elle qui demande, c'est elle qui propose de rejoindre vos équipes, mais là elle est la patronne en fait. C'est elle qui vient pour être la patronne, voilà. Ebenezer, est-ce que ce type de situation s'est présenté à toi dans le cadre de tes expériences? Ce n'est pas toujours facile de jeter son dévolu sur un candidat à la suite d'un recrutement. D'accord. Comme Ariane l'a dit tout à l'heure, je suis parfaitement d'accord avec elle. Il faut bien différencier les compétences qu'on a acquises à l'école et l'expérience, les acquis de l'expérience. C'est ça. Le meilleur profil de carrière, c'est celui-là qui vient avec des compétences qu'il a acquises à l'école, avec humilité, d'arriver sur le terrain et d'apprendre, de se donner un code de conduite personnelle pour acquérir l'expérience et se développer. Mais malheureusement, si on prend le cas d'un ingénieur de génie civil, généralement ils sortent de l'école des travaux et à leur premier poste, ils viennent avec la veste et ils se disent ingénieurs de génie civil. Tout à fait. Parfois, quand vous lui dites que voici le marteau, c'est-à-dire la chose là qu'on a passé le temps à lui chanter à l'école, c'est en ce moment-là s'il se demande si c'est le vrai marteau. Tout à fait. Il imagine encore le dessin. Voilà. Alors que sur le terrain, il y a des vieux qui n'ont pas été qui n'ont pas de bac plus 5, mais qui ont la formation secondaire et qui travaillent sur le terrain depuis belle lurette. Eux, ils sont plus outillés que ceux-là qui viennent d'arriver et qui se disent ingénieurs. Généralement, le meilleur ingénieur, c'est celui-là qui vient avec son diplôme d'ingénieur et cherche à apprendre derrière ce vieux sage-là. C'est ça. Tout à fait. S'il accepte d'apprendre derrière ce vieux sage, il sera plus fort demain. Tout à fait. C'est un peu ça. Donc, je différencie la compétence de l'école des acquis de l'expérience. Les acquis de l'expérience, c'est tout un monde. Et Ariane a soulevé quelque chose d'important tout à l'heure. Quand on sait qu'on est dans une formation qui va nous prédestiner à un emploi dans un secteur privé, dès qu'on commence la formation, si le diplôme c'est dans 5 ans, dès la première année, on commence à vivre les réalités du terrain. À travers des stages, à travers ceci, cela, on fait une acclimatation, c'est-à-dire on fait une simulation comme si on était déjà en milieu professionnel. Pas que papa va donner l'argent des beignets matin et soir, va payer ta pension, va payer ton loyer. Et tu vas te contenter de ça pour attendre le jour où tu vas avoir le diplôme et venir dire que je suis diplômé. Non, il y a quelque chose qui manque, il y a un ingrédient qui manque dans votre carrière. Ça, c'est vous ne pouvez pas vous propulser de nulle part. Tout à fait. Vous arrivez en milieu professionnel, il faut déjà connaître le principe de la vie, même dans le milieu sociétal. Tout à fait. Alors, c'est bien présenté. Alors, ce que je retiens, moi, sur cette première partie, et qui est la plus grande, d'ailleurs, de notre émission, avec nos intervenants depuis le Bénin et la côte le Cameroun, c'est que, manifestement, c'est la même tendance. Hein. Il y a du travail. Est-ce qu'il y a du travail au Cameroun? Est-ce qu'il y a de l'emploi disponible? Oui ou non, hein? On ne fait pas de politique, hein? Est-ce qu'il y a du boulot? Voilà. Est-ce qu'il y en a au Bénin? Non. Il n'y en a pas. Actuellement, non. D'accord. Et au Cameroun? Actuellement, non. Au Cameroun, je dirais oui et non. Ah, lui, il fait un peu de politique. Il dit oui et non. Oui et non. Je dirais oui et non. Oui parce que
tous les jours on voit les offres. Oui. Mais finalement, on ne sait pas qui on recrute. Alors, est-ce que ça ne nous remet pas sur la problématique du marché visible et du marché invisible? Parce que, à la vérité, quand on publie une offre, en principe, elle est disponible. Andrea veut prendre la parole parce qu'elle avait dit tout à l'heure, quand on a publié une offre, des fois, on sait déjà qui va accéder à ce poste. Hein, Est-ce que ça ne remet pas en question la problématique du marché visible et du marché invisible? Oui, Andrea? Alors, moi, je voulais juste on va dire, résumer un peu l'histoire du marché visible et invisible. Donc, le marché invisible, c'est vrai que ça porte un peu préjudice aux candidats qui postulent, qui s'attendent à être recruté, mais qui se fait prendre la place par soit le neveu du patron, etc. C'est ça. Je pense que c'est vrai que c'est pas bien, mais c'est quand même justifié. D'accord. Justifié pourquoi? Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, les candidats aujourd'hui ne prennent pas la peine de essayer leur candidature, de mieux mettre en valeur leurs compétences en fonction du poste qu'ils souhaitent avoir. Donc moi je me dis que pour un recruteur qui voit ce type de marché-là, des candidats qui ne sont pas forcément bien formés, préfère aller prendre son neveu ou sa nièce qui va former. Voilà, qui va former pour pouvoir répondre à ses besoins. Donc c'est vrai que c'est pas bien, mais je pense que quelque part c'est justifié. D'accord. Est-ce que c'est pour cela que Ariane dit qu'il n'y a pas de boulot au Bénin, mais en réalité les gens vont chercher leurs connaissances pour les former, pour leur donner accès à des postes? Allô? Oui. Ariane? Oui, je suis là. Oui. Non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je veux, enfin, le marché de l'emploi, c'est toujours les mêmes personnes tous les 2 ans ou tous les ans que tu retrouves. Il y a 1 an, il était dans telle structure. Dans 2 ans, il est dans une autre structure. Parce que quand tu veux avancer aujourd'hui, tu es obligé de changer de structure comme ça. C'est ce que je dirais. Je dirais que le marché de l'emploi est inexistant à cause de ça. D'accord. Donc, toi, tu penses qu'en fait, il n'y a pas eu de création de nouveaux emplois, il n'y a pas de postes ouverts. Voilà. Il n'y a pas de postes ouverts. Enfin, le marché au Bénin actuellement, c'est la fermeture de tout ce qui est structure étatique. Et même, il y a des structures privées qui subissent un peu le nouveau régime. Et ce qui fait que le taux de chômage a constamment augmenté ces dernières années. Et ces personnes-là se greffent sur le marché. Et voilà que les structures qui recrutaient ont fermé. D'accord. Ah, d'accord. Ça, je vois un peu la configuration. Alors, Ebenezer, est-ce qu'au Cameroun, même si la première ambition, je parle sous ton contrôle, du jeune Camerounais, c'est d'être fonctionnaire, est-ce qu'il y a du travail, est-ce qu'il y a du boulot au Cameroun? Oui, effectivement, il y a du boulot au Cameroun. Il y a de la graine à moudre. Donc, au Cameroun, l'économie est très très dynamique au Cameroun. Entre entreprises qu'on crée tous les jours, même s'il y en a qui entre-temps ferment, mais de façon résumée, je dirais qu'il y a du travail au Cameroun. Il y a un véritable boom dans le recrutement au Cameroun. D'accord. Mais est-ce que c'est des postes ouverts réellement qui existent? Parce que tu l'as dit toi-même tout à l'heure, que on publie l'offre, mais en fait elle n'existe pas. Est-ce que finalement c'est pas ça? Juste publier l'offre sur le marché visible pour qu'on ait l'impression qu'il y en a, mais en réalité il y a pas d'opportunité et que tout se fait dans le marché invisible par cooptation. Oh ouais, bon, il y a tous ces mécanismes de recrutement là, mais je ne voudrais pas décourager les jeunes qui sont en train de chercher parce que il y a Ariane, Ebenezer dit que tu décourages les jeunes, hein?
Je ne décourage pas les jeunes, non. Je ne décourage pas les jeunes. Parce que lui, il ne veut pas décourager, mais il dit que toi, tu décourages, hein. Je décourage comment? Ariane ne décourage pas les gens. Ariane est pragmatique. Elle est une spécialiste des ressources humaines. Il y a les canons de son métier qu'elle doit respecter. D'accord. Moi, je le dis en tant que généraliste de l'administration des entreprises. D'accord. Moi, mon regard que je fais sur le monde du travail au Cameroun, il y a des offres, il y en a qui sont recrutées par cooptation, mais il y a quand même, à côté, il y a aussi d'autres offres où les mécanismes de recrutement sont bien normaux et que les jeunes s'en sortent. Mais de façon générale, même si la demande en emploi est très supérieure à l'offre, mais on recrute quand même. On recrute quand même parce que malgré tout, même si c'est par cooptation, on recrute quand même. D'accord. Alors, pour chuter un peu sur cette partie importante de notre émission, une dernière question. Alors, Ariane, est-ce que dans le contexte du nouveau coronavirus, est-ce que vous avez réalisé des recrutements? C'est vrai qu'il y a le contexte un peu partout, mais est-ce que spécifiquement dans cet environnement-là, vous avez fait des recrutements? Non. J'ai recruté des stagiaires. Je ne sais pas si c'est un recrutement que j'ai fait, mais c'est plus que j'ai même remercié des personnes. D'accord. J'ai profité des personnes qui avaient un pas à la retraite. D'accord. J'ai profité pour leur proposer un départ négocié. D'accord. Voilà. Ça, c'est dû à la situation du nouveau coronavirus, c'est ça? Oui, à la situation économique. Et même les personnes qui étaient en CDD qu'on devait renouveler, ça n'a pas été le cas. D'accord. Oui, malheureusement, c'est dommage. C'est dommage. C'est vrai que on a eu sur notre plateau ici il y a 1 mois et demi, 2 mois, des professionnels d'entreprise, DRH qui nous ont dit que face à cette situation du coronavirus, ils ont pris des dispositions, mais jusqu'alors, ils avaient réussi à sécuriser tous les emplois. On espère que aujourd'hui encore, ils ont réussi à sécuriser parce que ça a été un vrai challenge pour les professionnels de la fonction ressources humaines pour réagir. Et ça a été un vrai challenge. Ça a été d'ailleurs le sujet de nos émissions du mois de juin, la riposte face au Covid, où on a reçu sur nos différents plateaux ici des DRH qui nous ont parlé des actions qu'ils ont menées pour sécuriser le capital humain et puis faire comprendre que c'était le premier capital de l'entreprise. Alors, Ebenezer, alors est-ce que dans l'environnement de votre entreprise, de vos entreprises au Cameroun, dans cette situation du coronavirus, est-ce que vous avez fait des recrutements? Le coronavirus, c'est d'abord un choc exogène. Tout à fait. Et quand on parle de choc exogène, il y a la résilience. La résilience qui est la faculté pour une entreprise ou bien pour un secteur d'activité de résister aux facteurs extérieurs. C'est ça. Mais dans tous les cas, la situation du coronavirus a affecté les économies dans tous les pays africains, y compris le Cameroun. C'est sûr. C'est maintenant qu'on est en train de voir un peu le regain d'activité dans les recrutements. À un certain moment, c'était un peu mort. Mais beaucoup d'entreprises ont soit à coût de dépenses financières hors budget des fois, mais essayer d'établir l'équilibre en maintenant l'offre, les offres d'emploi interne. Alors que beaucoup l'État aussi, tout comme à côté, l'État a aussi consacré des dépenses fiscales et sociales pour essayer d'équilibrer un peu, même si ça n'a pas forcément été ce que le patronat a demandé, mais je ne vais pas rentrer dans cette... oui, parce qu'on est en train de se poser la question de savoir si Ebenezer n'est pas en train de préparer une élection. Il fait beaucoup il utilise beaucoup de termes très 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 stratégiques dans sa prise de parole, Ebenezer.
Bien au contraire, je suis un intellectuel et je ne fais même pas de la politique. D'accord, ok. Je ne fais pas de la politique. C'est le regard de quelqu'un qui est en équilibre dans tout ce qu'il voit dans la société. D'accord. Parce que Ariane, en face, elle nous a dit, elle a le regard pragmatique et elle nous a dit, voilà ce qui se passe au Bénin. Oui. Justement, moi, comme je me résume juste en disant que les entreprises ont subi l'effet du coronavirus, mais beaucoup ont consacré des dépenses financières supplémentaires pour maintenir leur personnel. Malheureusement, il y en a qui ont perdu leur emploi, qui sont allés en congé technique. Mais actuellement, la courbe est en train de croître. Il y a de reprendre. Oui, on est en train de reprendre progressivement avec les offres d'embauche que je vois un peu par-ci par-là. D'accord. Alors, oui, vas-y, tu voulais rajouter quelque chose? Ebenezer, tu voulais rajouter quelque chose? Apparemment, je t'ai coupé. Non, ça va. Je pense que j'ai chuté. D'accord. Alors, vraiment, pour chuter et pour fermer, déjà merci d'avoir pris tout ce temps-là pour partager avec nous en ligne. Alors, on a parlé du marché de l'emploi, on a présenté pour l'essentiel les différents regards que vous portez sur ce marché de l'emploi, là, avec la tendance au Bénin plutôt pour les grandes entreprises d'utiliser les canaux formels, je peux le dire ainsi, sous le contrôle de Ariane, tandis que au Cameroun c'est plutôt une approche double, c'est-à-dire en fonction du besoin qui peut se présenter. Alors, la Côte d'Ivoire ne se comporte pas autrement, hein, même si même si en Côte d'Ivoire, on va dire que le marché invisible, il a une grande place quand même. Et nous sommes malheureusement dans un environnement, je n'aime pas trop le dire, mais parce que c'est péjoratif, mais c'est un environnement qui est trop africain, qui fait que on a plutôt tendance à cacher les choses. On cache les choses parce que on considère que plus elles sont cachées, plus elles ont de la valeur. Voilà. Alors que en les exposant, plus de personnes vont ressortir la valeur de ces choses qui sont visibles à tout le monde. Voilà. Donc, moi, j'aimerais vous poser une dernière question à tous les deux. Quel est le conseil que vous pouvez adresser à ces jeunes-là face à cette caractéristique spécifique du marché du travail que vous avez présenté au Bénin? Ariane? Moi, je dirais aux jeunes de se former. C'est-à-dire, lorsque tu as ton bac en poche et que tu commences ta vie professionnelle, ne pas hésiter à aller faire un stage, demander des stages ou à commencer les petits boulots partout, à te faire connaître, parce que mine de rien, ça apporte un plus. Et moi, c'est ce qui notamment a ouvert mes portes. C'est de petit boulot, comme bonjour, on m'a dit. Certes, elle n'a pas d'expérience dans ce domaine-ci, mais vu qu'elle est passée dans tel ou tel endroit, ok, on va l'essayer. Et je suis partie comme ça. Donc, si j'ai un conseil à donner aux jeunes aujourd'hui, n'attendez pas qu'on vienne vous chercher, allez toquer aux portes. Voilà. D'accord, ok, c'est très bien dit. Ebenezer? Oui. Un message à l'endroit de ces jeunes-là? Oui, la seule chose que je peux conseiller aux jeunes, c'est, comme Ariane l'a dit, d'abord de revoir leur propre personnel en termes de compétences et en termes de comportement. D'accord. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire, avant d'aller chercher l'emploi, il faut d'abord se mettre dans les dispositions favorables. D'accord. Dispositions favorables pour aller à la quête de cet emploi. Ce n'est pas de la fantaisie. D'accord. Il y en a qui passent le temps à chercher des emplois, ils se taillent même le métier de chercheur d'emploi et ils n'en trouvent jamais. Ils ne se remettent jamais en question. Donc, à chaque fois, ils se spécialisent dans la recherche de l'emploi. Ouais.
C'est là le problème. Il faut à chaque fois se remettre en question, chercher à découvrir ses points faibles. C'est un peu une matrice de la matrice SWOT. Force, opportunité, faiblesse et risque dans le métier, dans son métier. Quelles sont vos forces personnelles? Quelles sont les opportunités que le marché vous offre? Quelles sont vos faiblesses? Et quels sont les risques? Quand vous parvenez à dégager des compétences, des capacités distinctives, alors je pense que vous êtes un bon élément sur le marché de l'emploi. Et aussi, à côté de tout ça, il faut rester naturel. D'accord. Ok, ben c'est très bien dit. Alors justement, nous sommes dans une dynamique d'accompagnement des jeunes diplômés. C'est le but du programme que nous avons lancé, le programme parrainage Filleul. Alors, depuis le Bénin, Ariane, je pense que tu as certainement dû prendre connaissance du programme parrainage Filleul que nous avons lancé depuis quelques semaines. Comment est-ce que, en tant que professionnel, tu peux aider ces jeunes diplômés là pour leur insertion, dans leur démarche d'insertion professionnelle? Je vous remercie, Charles. C'est vraiment une vision que j'avais vue et lorsque vous m'avez contacté, que vous me l'avez présenté, je me suis dit, ah tiens, c'est possible en Afrique. Pourquoi aujourd'hui, par structure, on ne prendrait pas un parrain dans chaque entreprise? Je dirais, par exemple, cette année, on choisit la comptabilité qui va prendre un étudiant, essayer de l'accompagner dans sa recherche d'emploi avec l'aide des ressources humaines, bien sûr, pour que cet étudiant-là puisse avoir le basique. Moi, je trouve que c'est la meilleure façon d'aider les personnes, de les accompagner dans leur recherche. D'une part parce que cet étudiant-là va bénéficier du réseau de cette personne-là et cette personne-là pourra être son mentor, son conseil et lui donner les rudiments de la vie professionnelle tout en l'ayant avec lui. D'accord. Je sais pas si je me suis fait comprendre. Si, c'est très bien perçu et j'espère que on vous aura en tant que professionnel à nos côtés pour lancer ce programme-là, ben aussi au Bénin, pourquoi pas, et puis surtout pour recevoir, soit en immersion ou même juste pour de l'accompagnement informel des jeunes qui vont être demandeurs, d'accord? Tout à fait. D'accord. Donc vous avec plaisir. Mais super. Donc nous retenons que on a un parrain depuis le Bénin. Merci de nous rejoindre dans notre programme. Nous nous rapprocherons de toi pour voir comment est-ce que dans le cadre de ce parrainage là, on peut se faire, ça peut se faire que tu aies des filleuls que tu pourras accompagner comme tu l'as dit tout à l'heure. D'accord. Vraiment merci. Alors, et Ebenezer? Oui, le parrainage, c'est quelque chose que je fais déjà depuis longtemps. D'accord. En tant que déjà un cadre d'administration, j'ai toujours eu à conduire des recrutements. Oui. Et en tant que personne individuelle, en tant que de façon dans mon privé, mon quotidien privé. Oui. Je contribue tous les jours à recevoir les requêtes des jeunes chercheurs d'emploi, soit en matière de rédaction des CV, soit en matière de rédaction même des lettres de motivation, soit en matière d'attitude à venir pendant les entretiens. Moi, je le fais depuis longtemps. D'accord. Si je veux encore me considérer comme un nouveau parrain, puisque je le suis déjà. Oui, mais bon, nous serons très heureux de t'avoir avec nous dans notre programme pour formellement, puisque le programme, je vais le présenter brièvement. En fait, il s'agit pour les parrains justement d'accompagner des filleuls, un ou plusieurs filleuls, en fonction des compétences et du profil de carrière que ce filleul-là va identifier.
en accord avec son accompagnateur. Donc lui apporter du contenu d'expérience, d'accord, lui apporter des basiques, soit à travers une immersion et répondre à ces questions, se rendre disponible pour dans la mesure du possible lui obtenir un stage et puis l'encadrer, en fait, lui donner la possibilité de décoder certains pièges dans lesquels son parrain s'est trouvé, mais que lui, grâce à ce parrainage là, lui va éviter. Voilà. Et pour le filleul, c'est justement l'occasion de pouvoir bénéficier de cet accompagnement-là. Et pour l'un ou l'autre, c'est de partager leur expérience. Donc, améliorer son expérience candidat. Pour le filleul, améliorer son expérience employeur, salarié, en partageant sur ce qu'il a acquis pour le parrain. Mais derrière, nous avons une compétition entre les parrains. Donc, nous entendons en fin d'année réunis, j'espère qu'on vous aura à Abidjan avec nous, hein, Ariane et puis Bénézer, on vous recevra avec plaisir à Abidjan ici pour la cérémonie qu'on entend organiser. Ce sera le dîner de l'entrepreneur social solidaire et au cours de ce dîner là, justement, on va décerner le prix du meilleur parrain. Ben, peut-être que ce sera Ariane, sait-on jamais, qui sait, hein, ce sera peut-être Ariane ou ce sera peut-être Ebenezer. Et on aura également le prix du meilleur filleul, hein, parce que c'est ces filleuls là qui vont le partager avec Ariane. Comment? Même si on me décerne le prix, je veux le partager avec Ariane. D'accord. Je l'avais dit que Ebenezer, il faisait de la politique, hein. Il fait de la politique. Il fait beaucoup de politique. Tu es d'accord avec moi, Ariane? Oui, je suis d'accord. Donc, tu devrais penser à une carrière en politique. D'accord. On sera ses premiers supporters, je pense. Voilà. Donc, c'est un peu ça le programme. Donc, moi, je vous dis merci de vous être déjà rendu disponible pour participer à l'émission ce matin. Merci également de vous rendre disponible pour la suite. On va vous recontacter courant la semaine pour vous donner certainement des informations et puis vous attribuer dans la mesure du possible des filleuls, hein, et puis essayer de définir ensemble comment est-ce que vous allez pouvoir accompagner ces filleuls là pour qu'on aille ensemble vers l'objectif qu'on a assigné à ce programme là. Il sera aussi possible en ligne de vous avoir pour répondre aux questions de vos filleuls, parce que vos filleuls auront certainement des questions à vous poser. Donc vous serez en ligne comme on l'a fait aujourd'hui et puis ils vont appeler pour vous poser des questions. Voilà, donc voici un peu le contour de ce programme que nous vous proposons de rejoindre. En tout cas, merci. Un dernier mot, Ariane. Merci à vous, merci à Cocody, merci à Charles Guillemé et son équipe et je reste à l'écoute pour la suite. Super, merci à toi. Ebenezer. Oui, merci à toi, à vous tous là-bas en studio. Merci à Ariane du côté du Bénin. Elle pourra aussi un jour faire un petit tour au Cameroun. Oui, j'étais au Cameroun il y a un an, en février, un peu plus d'un an. Un pays que j'ai adoré d'ailleurs. J'étais à Douala. D'accord. Pour la petite histoire, il y a une histoire entre le Bénin et le Cameroun. Il y a une forte communauté camerounaise au Bénin. Tout à fait. J'ai des amis camerounais. Donc, j'ai une petite sœur au Cameroun qui est à la recherche d'emploi et je vis toutes les difficultés qu'elle rencontre. D'accord, voilà, donc, d'accord. Le Cameroun est une seconde patrie. D'accord, ok, ben super, ça c'est bon à savoir. En tout cas, vraiment portez-vous bien du côté du Bénin et puis du Cameroun. Bon courage aussi aux populations qui ont subi, ces inondations là. Hein. C'est dommage que ça se passe encore, mais bon, c'est dans tous les pays. C'est le dérèglement climatique malheureusement, il touche tous les continents. Hein. Donc il y a vivement qu'on prenne des dispositions pour essayer chacun à son niveau de le limiter un temps soit peu. Exactement. Vraiment merci et puis bon, portez-vous bien et puis à très bientôt. Hein. À très bientôt. À très
très bientôt. Et à bientôt.